Bonjour à tous et bienvenue dans le grand JT de l'éducation. Tout de suite, le sommaire. Face à face, majorité présidentielle contre la NUPES pour le deuxième tour des législatives. Quelles sont les positions de chacun en ce qui concerne l'éducation? On en débat dans un instant. Elle est blogueuse, influenceuse, véritable phénomène sur Instagram avec son compte Je m'en bats le clito. Camille Aumont-Carnel est notre invitée dans quelques instants. Elle viendra nous présenter son nouveau livre Ado Sexo qui est absolument génial. Enfin, ce sera l'heure de retrouver Malika Ménard dans Souvenirs d'écolier. Cette semaine, elle reçoit le chroniqueur et humoriste Jérémy Demey. Mais tout de suite, on commence par l'actualité en bref avec un nouveau membre dans notre équipe, c'est Michael Dos Santos. Michael, bonjour, bienvenue. Bonjour Virginie. Merci d'être avec nous. Merci de m'accueillir. Alors, le bac de philo, c'est aujourd'hui. Exactement. 3 sujets cette année pour les filières générales et technologiques. Tout d'abord, 2 dissertations. Les pratiques artistiques transforment-elles le monde? Revient-il à l'État de décider de ce qui est juste? Mais aussi un commentaire de texte sur l'expérience scientifique et l'introspection. Alors Virginie, est-ce que ça vous parle déjà dans un premier temps? Ah, la philo, beaucoup, oui. La philo, beaucoup. Matière préférée. On m'a dit que vous aviez eu une excellente note en philo. C'est vrai. C'est vrai? C'est vrai, j'avoue. Le reste, c'était beaucoup moins bien. N'hésitez pas, dites-le. Vous avez eu combien? 18. 18. Eh bien, c'est bien mieux que moi en tout cas. Je ne donnerai pas, bien sûr, ma note. Heureusement, je ne participe pas à ce bac de philo. 520 000 lycéens, eux, y participent. Et parmi eux, ceux du lycée Pasteur à Neuilly-sur-Seine. Agathe Delannoy les a rencontrés. Je vous propose de les écouter. Ça s'est bien passé. Je suis sorti au bout de 2h30. Je pense que j'ai réussi, mais on verra. Je sais pas, on verra. Je sais pas. Personnellement, je suis arrivé en retard. Moi, je suis pas quelqu'un qui apprécie beaucoup la philo. Du coup, j'ai peu révisé. Alors moi, aujourd'hui, j'ai pris le sujet sur l'État et la justice. Et j'ai compris qu'on pouvait mélanger 3 sujets, enfin 3 notions, avec la liberté, l'État et justice. Et c'était le sujet qui était le plus facile pour moi à expliquer et à comprendre. Du coup, voilà. J'ai pris l'art et super sujet, très intéressant à faire. Voilà. Moi, j'ai pris aussi le sujet sur l'art. Du coup, j'ai eu de la chance parce que c'était une des seules notions que j'avais bien apprises. Et en fait, je trouvais ça assez facile, mais c'est tellement subjectif qu'on ne peut pas trop savoir. La philo au coefficient 4 ou 8 selon la filière, 4 ou 8 sur 100. Mais bonne nouvelle, si vous êtes passé à côté de cette matière, la note ne compte pas pour Parcoursup, la plateforme des vœux étudiants pour le supérieur. Résultat de cette épreuve le 5 juillet prochain. Voilà, elle compte évidemment pour le bac, mais par bien sûr, non. Bien sûr. Alors, le nombre de ports de tenues religieuses est en hausse pour ces derniers mois. Oui, selon une note du renseignement territorial révélée par RTL, les cas d'élèves qui refusent d'enlever leur voile islamique ou des tenues traditionnelles ont augmenté depuis décembre 2021. 144 entorses à la loi de 2004 sur la laïcité ont été enregistrées au 2e trimestre 2022. Alors, face à cette hausse des cas, Pape Ndiaye, ministre de l'Éducation, a déclaré hier dans un point presse vouloir évaluer le phénomène au niveau national. Un non-sens, selon la maire du 7e arrondissement de Paris, Rachida Dati. Écoutez. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On va le remesurer. Moi, je vous le dis, Monsieur Pro, on dit qu'on va le mesurer. En fait, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire on va s'accommoder. Et ça veut dire quoi? Pas de vague. Voilà. Le pas de vague, on a fini avec Samuel Paty. Faut dire les mots, Faut faire sujet, verbe, complément, Là, il n'y a pas de débat philosophique. À un moment donné, il faut rétablir l'autorité. Il faut refuser, évidemment, cette entrée en force d'une idéologie. Mais protégeons nos enfants. Alors selon le rapport de ces comportements sont liés en tout cas au contexte médiatique et politique, à la méconnaissance de la loi sur la laïcité, le ramadan aussi, les défis TikTok ou encore la stigmatisation des professeurs qui sanctionnent ces comportements. Pape Ndiaye qui a également annoncé hier une grande concertation autour de l'école. C'était, Virginie, l'une des grandes promesses d'Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle. Cette grande concertation va démarrer dès la rentrée scolaire. Hier, le ministre de l'Éducation en a expliqué rapidement les contours, un débat d'échange décentralisé dans l'ensemble des établissements scolaires avec les professeurs, les parents d'élèves ou encore les personnels enseignants. Et lors de ce même point presse, Pape Ndiaye a également évoqué d'ailleurs le salaire des professeurs. Regardez. La poursuite de la revalorisation des professeurs engagée sur la seconde partie du précédent quinquennat et la revalorisation à venir dans le cadre du pacte avec les enseignants feront l'objet d'une concertation pour renforcer l'attractivité des métiers de l'enseignement
mieux reconnaître l'engagement de chacune et chacun des professeurs, mais aussi repenser les dynamiques et les évolutions de carrière. Et une baisse de l'attractivité du métier de professeur qui se traduit par une hausse de l'embauche des enseignants contractuels. C'est bientôt la fin de l'année scolaire et aussi l'occasion pour les parents d'élèves de faire des cadeaux aux professeurs pour leurs enfants. Oui, beaucoup de familles aiment remercier les professeurs pour leur dur labeur, car oui, le métier, on le sait, demande beaucoup d'énergie, d'investissement, parfois dans des conditions de travail difficiles. Alors Virginie, je vous pose la question, est-ce que vous avez offert des cadeaux aux professeurs de vos enfants? Ah oui, je l'ai fait à chaque fois, oui. Alors, qu'est-ce que vous avez offert? Parce que la question est très intéressante, vous allez le voir. Bon, il y a eu plusieurs cadeaux. Il y a eu des fleurs, évidemment. Oui. Peut-être que cette année, je pourrais offrir des masques ou des bisous. Ou des bisous. 2 ans sans bisous. Je fais que des bisous. C'est vrai que les bisous, c'est gratuit. Mais vous avez offert, en tout cas, des... C'est pas pour ça que je le ferai. Ah non, me donnez pas cette réputation, c'est pas vrai. Voir. Non, mais parce que parmi les cadeaux, il y a des cadeaux gratuits, je vais y venir dans un instant, mais il y a aussi des cadeaux assez traditionnels, et vous en avez offert quelques-uns, je suis désolé de vous l'apprendre Virginie, des tasses, des chocolats, des fleurs, des produits de beauté, des bons cadeaux, et même du gel hydroalcoolique. Là, c'est quand même assez étonnant. Pire que les masques. Il y a aussi les parents qui n'adhèrent pas du tout à cette pratique. Ils étaient interrogés par nos confrères de 20 minutes. Et certains d'entre eux voient là, comme ces cadeaux, une forme de pression sociale, voire de corruption. C'est allé un peu loin. D'autres considèrent en tout cas ne pas avoir le budget nécessaire, budget qui s'établit autour de 20 à 30 euros pour ces cadeaux. Et puis certains offrent les cadeaux gratuits. J'y viens, les dessins ou des poèmes réalisés par des enfants. Des cadeaux qui sont gratuits mais qui ont une valeur symbolique et surtout sentimentale. Voilà, j'ai compris le message, Mickaël. J'ai compris. Pour votre première, vous aurez un cadeau. Promis. Merci beaucoup, Virginie. C'était formidable. Je l'attends, c'est noté. Merci, Mickaël. Vous revenez demain, du coup? Je reviens avec plaisir. Génial. Vous le savez, dans quelques jours, le second tour des élections législatives, majorité présidentielle contre la NUPES. On en parle tout de suite dans la question du jour. Et pour en parler, je suis ravie d'accueillir à nouveau Virginie Lanlot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes première maire adjointe à l'éducation à Meudon dans le 92. Vous êtes également suppléante de Prisca Thévenot pour les élections législatives, pour la majorité présidentielle dans la 8e circonscription des Hauts-de-Seine. Face à vous, j'accueille à nouveau aussi Rodrigo Arenas. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes ancien coprésident de la FCPE. Vous êtes candidat NUPES. Vous dites NUPES ou NUP ou je sais toujours pas. Comme vous voulez, c'est pas très grave. L'important, c'est le programme. Oui, c'est vrai. Dans la 10e circonscription de Paris, et vous aussi, vous êtes arrivés en tête de ce premier tour, tous les deux en tête. Merci d'être là. Vous savez qu'aujourd'hui, c'était la philo pour les élèves de terminale. Oui. 2 sujets importants, et il y en a un, évidemment, je n'ai pas résisté. Revient-il à l'État de décider ce qui est juste ? Un des 3 sujets proposés, enfin il y avait 2 sujets plus un texte évidemment proposé. Sujet de dissertation donc de philo. Ce matin, ils avaient 4 heures pour disserter. Est-ce que ça vous évoque quelque chose justement revient-il à l'État de décider ce qui est juste, Rodrigo Arenas ? C'est quelque chose de relatif, ça dépend comment on l'aborde. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur les théories de la justice quand j'étais étudiant. Et en l'occurrence, c'est un sujet qui est débattu, qui est débattable. La question, c'est quelle conception on a de la justice. En l'occurrence, l'État a toute sa part dans le cadre de l'intérêt général, du respect de la loi. Et notamment, pour ce qui me concerne, ça a été notamment un de mes chevals de bataille, de sortir de cette sorte de charité républicaine où chaque collectivité territoriale, en l'occurrence, et même l'État, choisit ses pauvres avec des quotients familiaux qui varient en fonction du territoire dans lequel on habite. Moi, je connais bien, par exemple, la Seine-Saint-Denis, où pour la cantine scolaire, qui est quand même quelque chose de primordial à l'école, puisque c'est non seulement un lieu dans lequel on s'alimente, mais aussi dans lequel on éduque les enfants, eh bien, en fonction de la ville dans laquelle on habite, le prix n'est pas le même, et que les critères pour y abonder ne sont pas les mêmes, et qui d'ailleurs posent des frais on appelle des frais de transaction. En économie, notamment faire travailler des fonctionnaires d'État et des techniciens pour élaborer des algorithmes et des modèles économétriques complètement délirants pour dire où est l'effet de seuil et qui a droit à une aide et qui n'a pas le droit. Et souvent, ça se finit chez le maire adjoint à l'éducation qui doit, ou à l'aide sociale à l'enfance, qui doit décider est-ce qu'on est méritant ou pas pour avoir cette aide. Alors, on va aborder chaque thème, justement. Vous en savez bien, évidemment, qui sont des thèmes importants qui sont liés à l'éducation aujourd'hui et pour vos 2 partis, c'est-à-dire que vous représentez. Mais ce qui m'intéresse, c'est de savoir à quel point, effectivement, l'État ou pas a créé des inégalités sociales au sein de l'éducation. C'est un peu la question aussi.
Vaguement, relié au sujet de philosophie ce matin. On peut prendre 4 heures pour évoquer ce sujet. Non, on a un peu moins de temps. Parce que j'ai plein de questions. Vous avez plein de questions. Je crois que le rôle de l'État est d'accompagner l'ensemble des collectivités, l'ensemble des acteurs de l'éducation pour faire en sorte que nos enfants puissent avoir accès à une éducation qui soit égale sur le territoire. C'est vrai qu'on est sur un territoire où les inégalités sont importantes, puisque d'un territoire à l'autre, les ressources ne sont pas les mêmes, que ce soit les ressources financières, que ce soit aussi au niveau des ressources humaines, en fonction de la taille des collectivités. Toutes les collectivités ne disposent pas des mêmes expertises pour mettre en œuvre leurs projets éducatifs. Et en cela, il faut qu'on arrive à mettre en adéquation ce qui est porté par le projet du gouvernement et faire en sorte que les collectivités puissent être accompagnées le mieux possible en mettant en adéquation et en travaillant en partenariat avec tous les acteurs que l'on a sur le territoire. D'accord, mais alors ça veut dire quoi concrètement? Qu'est-ce qui se passe concrètement à l'école? On parlait à l'instant de la cantine scolaire. Oui. Quel est votre point de vue? Effectivement, le président Macron, pour son premier quinquennat, a décidé de mettre par exemple la cantine à 1 €. Est-ce que c'est vraiment efficient? Est-ce que c'est effectif partout? Est-ce que c'est réaliste? Et vous proposez à la NUPES, la gratuité justement de la cantine. Qu'est-ce que vous pensez de votre côté? Alors, nous, on pense... Alors, la cantine à 1 € n'est pas une mauvaise idée en soi, sachant qu'il y a beaucoup de collectivités déjà qui pratiquent le principe de la tarification sociale. En fonction des collectivités, ça varie de 0,50 centimes à 7 €. En fonction des revenus, effectivement, en fonction du principe de quotient ou du taux d'effort, en fonction de ce que les collectivités font sur leur territoire. Rappelons que cela relève du rôle et des prérogatives des collectivités d'établir les tarifs qui sont appliqués sur leur territoire. Je crois que ça, c'est important et qu'il faut vraiment le préserver. Ça fait partie du service public et d'un service facultatif qui est mis en œuvre par les collectivités. Et qu'est-ce qui vous distingue du coup du programme de la NUPES, par exemple, là-dessus? La gratuité, potentiellement, nous distingue parce qu'effectivement, on part du principe qu'on fait participer l'ensemble des usagers à la restauration scolaire, mais tout en prenant en compte le niveau social des familles. On les accompagne, on fait en sorte de prendre en compte leurs revenus, parce que tout le monde n'est pas égalitaire face à ça, évidemment, et qu'il faut pouvoir donner accès à la cantine à toutes les familles qu'on accueille. Donc on n'est pas effectivement en face à la gratuité, parce que la cantine scolaire a un coût pour les collectivités, et que le fait d'avoir une participation permet aussi aux collectivités d'investir dans le restaurant scolaire, dans les cantines, et d'investir en qualité pour être conforme à la loi Egalim. Rodrigo Arenas, qui paiera pour la gratuité des cantines scolaires? Alors c'est là où on a une vraie différence. Non pas sur la finalité, parce qu'on soit d'un bord ou de l'autre, on veut que les enfants mangent, ça c'est une réalité. C'est la façon dont on l'organise. Nous pensons que la participation des familles, c'est-à-dire des Françaises et des Français, doit se faire avec l'impôt. Et qu'après la répartition de l'impôt, c'est une décision politique qui appartient à l'Assemblée nationale dans le cadre du projet de loi de finances. Ça ne veut pas dire que les collectivités territoriales ne doivent pas mettre en œuvre. Ça existe par exemple avec le RSA, qui est une responsabilité nationale, mais qui incombe au département de mettre en œuvre, y compris d'avoir des politiques volontaristes, c'est-à-dire qui échappent, on va dire, à la règle commune, pour avoir des accompagnements plus spécifiques dans certains départements, plus que d'autres. Donc nous sommes évidemment sur une philosophie différente. Nous pensons que tous les enfants, quelle que soit leur origine sociale, quel que soit le territoire où ils habitent, doivent pouvoir avoir accès à la cantine comme un malade a accès à l'hôpital public. On ne demande pas à payer davantage à l'hôpital public quand on est malade. On ne doit pas payer davantage quand on va à l'école. Et c'est une vraie ligne de fracture qui nous oppose non pas sur la finalité, mais sur la modalité d'y accéder. Et on voit bien aujourd'hui, notamment dans les territoires les plus précarisés, je pense notamment aux collégiens, et dans les quartiers qu'on appelle les quartiers populaires, ou les quartiers politiques de la ville, ou les cités, pour être là où j'ai grandi, que c'est précisément les enfants qui sont issus des milieux les plus défavorisés, qui ne vont pas à la cantine scolaire, parce que ceux qui vont, ce sont davantage les parents qui travaillent, étant donné que même pour ces familles-là, qui sont dans la pauvreté, le minimum qu'on leur demande, c'est excessif par rapport à leurs revenus. Et qu'on ne peut pas continuer à mettre ces populations qui sont précarisées dans une situation d'aller frapper à la porte de l'assistance sociale pour pouvoir manger. Il faut sortir de ce siècle-là, il faut sortir de cette charité républicaine qu'on a complètement intégrée depuis le 19e siècle et qu'aujourd'hui a vécu, non pas pour des raisons seulement idéologiques, c'est parce qu'elle n'est pas efficace. On voit bien aujourd'hui qu'il y a énormément de familles qui vont taper à la porte des collectivités territoriales et qui doivent faire la preuve de leur pauvreté
pauvreté pour que les enfants aillent à la cantine. Donc il y a des familles qui ne le font pas. Qui ne le font pas tout simplement parce qu'elles ne veulent pas dire soit à l'élu, soit à l'assistante sociale, dire vous savez, je suis pauvre, donc je vais, s'il vous plaît, aidez-moi pour que mon gamin mange. Ça se voit sur la cantine et ça s'est vu aussi sur les masques. Par exemple, quand on a décrété dans le quinquennat précédent que les masques, il y avait des aides sociales pour le faire, il suffisait d'aller les demander. Personne n'a été les demander d'abord parce qu'on disait à tout le monde que les masques, ça coûtait rien. Donc on ne va pas demander une aide sociale pour quelque chose qui coûte rien. Donc globalement, ça n'a pas été le cas. Ça coûtait pas rien en plus. Hein. Et ça ne coûtait pas rien. Moi, je l'ai dû dire sur votre plateau. Pour ma famille, on a fait les comptes avec ma compagne, ça nous a coûté 500 € l'année 2021 parce qu'on a 4 enfants. C'est le coût clairement dans le budget. Donc ça ne coûte pas rien. Mais au-delà de ça, c'est aussi cette idée qu'il faut arrêter de faire une différenciation entre les enfants. Tout le monde doit avoir accès à ça parce que c'est de l'intérêt général. Et cet intérêt général, comme pour les hôpitaux dont j'ai donné l'exemple, mais il y en a d'autres, ça s'appelle le service public de l'État, eh bien la prise sur l'impôt doit se faire en amont pour être répartie après parce que toutes les Françaises et les Français contribuent à l'impôt, soit à l'impôt sur le revenu, soit aussi sur la TVA quand on consomme. Et on se rend compte que l'effort le plus important qui est fait sur la récolte de l'impôt sont les ménages les plus pauvres parce que la TVA est plus forte sur les ménages qui consomment quand ils ont des bas revenus que sur des ménages qui ont plus de ressources parce que finalement, ce qu'on consomme par rapport à ce qui reste à vivre est plus important. Donc il y a une vraie inégalité sociale sur ce point de vue. Une réaction ? Une réaction, il faut quand même rappeler que tout ce qui est restaurant scolaire, en tous les cas, relève des prérogatives des collectivités, puis des départements, puis des régions en fonction du niveau. Oui, donc déjà, ça n'a pas toujours été le cas. Il faut le prendre en considération, qui relève comme le RSA, oui, tout à fait. Que effectivement, au niveau des restaurants scolaires, c'est mal méconnaître le rôle des élus aussi sur le terrain, qui sont élus et qui accompagnent les familles jusqu'à la gratuité pour un certain nombre de familles. Ça fait 14 ans que je suis en responsabilité sur la ville de Meudon, que je suis en charge de coordonner les élus en charge du département des Hauts-de-Seine et que j'interviens au niveau national sur ces sujets-là. Les collectivités sont à la manœuvre pour accompagner les familles en difficulté. Il est important de laisser les prérogatives, notamment au niveau de la restauration scolaire, aux collectivités, les laisser à la manœuvre pour gérer ça. Si on remonte de nouveau ce sujet-là au niveau de l'État pour être dans un dispositif descendant, ça va encore compliquer les choses, pas simplifier les organisations, et je pense qu'il faut justement, à l'inverse, travailler avec les collectivités, les acteurs de terrain pour les accompagner, pour inciter évidemment à mettre en œuvre, si ce n'est pas le cas dans certaines communes, donner les outils nécessaires pour les accompagner et faire en sorte que les familles puissent aller sans souci financier déjeuner à la cantine. Je ne pense pas qu'il faille partir du haut pour redescendre, mais partir du bas et faire en sorte que ça puisse fonctionner. Compte tenu que les organisations des collectivités sont toutes différentes les unes des autres, on a autant de collectivités que d'organisations différentes, et je pense qu'il faut garder cela en tête pour ne pas déjuger le travail des collectivités. Système. Une réaction et après j'aimerais qu'on parle de Parcoursup et de la suite. J'ai travaillé avec suffisamment de maires pendant mon mandat associatif pour savoir le rôle qu'ils ont. En revanche, vous avez une vraie contradiction parce que si les collectivités territoriales étaient aussi efficaces que vous le prétendez, notamment au niveau des moyens qui sont à leur disposition, parce que Meudon, c'est une ville qui a suffisamment de moyens, j'ai envie de dire, pour faire cet accompagnement-là. Ce n'est pas le cas de toutes les collectivités territoriales. L'Association des maires de France le dit continuellement tous les ans. La question, c'est que si c'était le cas, alors vous n'auriez pas mis en œuvre sur le quinquennat précédent, d'ailleurs avec le soutien de la fédération dans laquelle j'étais, sur la FCPE, sur les petits déjeuners gratuits le matin, à condition qu'il y ait un projet éducatif adapté, parce qu'on fait croire que les petits déjeuners sont obligatoires alors que ce n'est pas le cas, que tous les enfants arrivent le ventre creux alors que ce n'est pas le cas. Donc on a fait croire aussi sur un fond de misérabilisme la mise en œuvre de cette mesure-là, que nous avons soutenue d'une façon ou d'une autre. C'est une réalité qui existe quand même, Rodrigo. Mais ce n'est pas forcément lié à la pauvreté. Oui. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire qu'il y a des enfants, peu importe le système social, mais qui arrivent le ventre creux ou qui ne mangent qu'une fois par jour. Voilà. Et on a mis en place l'éducation à l'alimentation sur ces sujets-là. Et on a mis en place la cantine à 1 euro, c'est-à-dire qu'aujourd'hui le fonctionnement avec plus les collectivités territoriales ne fonctionne pas, mais d'une certaine façon, la question qui se pose, c'est pas l'efficacité ou pas des collectivités territoriales, des communes, des départements ou des régions. Parce que les lycées, c'est les régions, les collèges, c'est les départements, et les maternelles et primaires, l'élémentaire, ce sont les villes. Moi, je n'oppose pas les collectivités. Ce que je dis, c'est que ça doit être une prérogative nationale, parce qu'on ne peut pas faire de différence entre les enfants en fonction de la ville dans laquelle on habite. Et c'est soulager aussi les élus d'arrêter de justifier une politique tarifaire qui n'a pas lieu d'être aujourd'hui. Cette politique doit être nationale. Les ressources, c'est l'impôt.
comme pour les hôpitaux, comme pour tout ce qui concerne l'intérêt général et les services publics. Ensuite, la répartition, ce sont des choix politiques et nous ne sommes pas d'accord. Donc pour financer la cantine scolaire, notamment, vous suggérez potentiellement pour financer, ça a un coût éminemment important, donc il faudrait augmenter les impôts pour pouvoir reverser derrière directement aux collectivités pour qu'elles puissent financer et faire en sorte d'avoir... Non, c'est pas ce que je dis. C'est un petit peu ça. Il y a un non, moment c'est donné, pas ce que je dis. Alors, à un moment donné, pour avoir les ressources, il faut aller les chercher quelque part. Rodrigo de manière... Et à la différence, je me permets juste de terminer, si effectivement on passe par l'impôt, et effectivement on fait en sorte que l'ensemble des Français et Françaises sont solidaires de la prise en charge de la cantine scolaire. Certains plus que d'autres, bien sûr. Certains plus que d'autres, mais là c'est l'ensemble des Français, y compris potentiellement nos seniors, les personnes les plus en difficulté qui n'ont pas d'enfants à la cantine, qui devraient contribuer à la mise en œuvre de la cantine, alors que dans les politiques locales qui sont mises en œuvre, et effectivement, oui, Meudon, on peut le faire, mais il n'y a pas que Meudon. Meudon, vous dites, elle a les moyens. Non, c'est une ville bien... Plus les moyens que d'autres. Plus les moyens que d'autres, mais c'est une ville... je connais bien Meudon, vous inquiétez pas. Une ville bien gérée, je pense, et qui effectivement fait en sorte d'être au service des familles. Donc nous, effectivement, au niveau des collectivités, entre autres, on fait en sorte que ce sont les usagers qui, effectivement, sont en charge du restaurant scolaire, parce que c'est un service qui est apporté, mais qui est adapté en fonction des revenus des familles, allant de la gratuité jusqu'à un certain montant, pas la totalité, puisqu'on participe évidemment, pour la majorité des communes, on investit 30 à 40% et 60% sont pris en charge par les usagers. Donc je pense que il y a de ce côté-là, effectivement, comme vous le dites, de bien grandes différences. Alors, la cantine, vous voulez répondre? Oui, répondez. Alors d'abord, j'ai jamais dit... Mais rapidement, parce qu'on a plein de sujets. J'ai jamais dit qu'il fallait augmenter les impôts. C'est une question de répartition des ressources sur lesquelles nous avons des vraies différences. Ça, c'est évident, c'est connu et c'est su. Deuxièmement, oui, moi, je suis très content, en tant que bientôt quinquat, de cotiser pour les seniors, pour les personnes qui sont, par exemple, pour les enfants qui sont porteurs de handicap alors que les miens ne le sont pas. Ça s'appelle la solidarité nationale. Donc oui, dans mes impôts, je cotise pour des gens qui n'ont absolument pas mon profil, mais qui font société avec moi. Donc, je ne propose pas, comme vous le suggérez d'une certaine façon, d'opposer les catégories en disant on ne va pas demander aux seniors de cotiser pour les enfants. D'abord, ça a été des enfants fut un temps, même on considère qu'ils sont des grands-enfants aujourd'hui, mais surtout, ce sont aussi des grands-parents. Et ce sont des personnes qui ont été à l'école, parce que l'école, c'est ce que nous avons tous en commun. Donc oui, je considère que l'école est un bien commun, qu'il fait partie du service public, et que nous ne devons pas faire de différenciation entre les enfants. Or, aujourd'hui, sur les sorties scolaires, sur les voyages scolaires, sur y compris les contenus pédagogiques disponibles pour les écoles, sur la cantine scolaire, c'est-à-dire tout ce qui fait un intérêt éducatif et pédagogique en dehors de ce qui se passe dans la classe, et même pour ce qui se passe dans la classe, si on parle des absences non remplacées, nous n'avons pas la même école pour les enfants en France et que ça, c'est pas acceptable. Donc je propose effectivement que l'État reprenne la main, parce qu'on ne peut pas avoir une école à la carte en fonction de là où on habite ou des desiderata, des conceptions des élus locaux, car on ne peut pas avoir une école différente en fonction de la couleur politique des maires, des présidents de conseils départementaux ou des présidents de région, parce que les enfants sont tous les mêmes partout. En tout cas, c'est notre conception. Autre point important par rapport aux inégalités sociales aussi, autre point qui va arriver assez rapidement, c'est l'histoire des fournitures scolaires. C'est les manuels, effectivement, distribués publics. Oui, alors effectivement, c'est vrai que ça revient toujours, la question revient toujours, mais là, avec l'inflation en plus... Une augmentation, absolument. Voilà, c'est un vrai problème. Qu'est-ce que vous proposez l'un et l'autre, en tout cas... vous, de votre côté, à la députation, en espérant que vous soyez élu au second tour, et en tout cas, vos deux partis, donc la NUPES et Ensemble, ou la République En Marche, ensemble maintenant, voilà, donc pour justement pour améliorer la vie des familles sur les fournitures scolaires. Virginie Lanlot, déjà, de votre côté. Alors, effectivement, on va se retrouver confronté à ce souci-là et sur le pouvoir d'achat de manière générale. Donc ça ne va pas toucher que les fournitures scolaires, c'est effectivement les vêtements, c'est l'alimentation, c'est l'accès à un certain nombre de choses. Donc il va falloir qu'on arrive à se mobiliser pour peut-être aussi travailler avec les distributeurs de fournitures scolaires pour qu'ils fassent une démarche de telle manière à proposer des fournitures à moindre coût pour ne pas impacter les parents dans ce domaine-là. Il y a aussi un investissement. Privées, pardon, pour bien comprendre. Les sociétés privées, les distributeurs. Quand on va acheter les fournitures scolaires, on va dans les supermarchés. Et je pense qu'il est important qu'ils se mobilisent également pour être force de proposition de telle manière à proposer des paniers ou en tous les cas des packages de fournitures scolaires qui ne sont pas excessifs. Vous allez échanger déjà avec eux, avec des grands groupes, on n'a pas encore, comme Leclerc ou autre, Auchan, on n'a pas encore échangé avec eux. Mais à côté de ça, les collectivités sont aussi partie prenante puisqu'elles investissent notamment dans tout ce qui est livres, donc
donc les régions, les départements et les collectivités donnent des budgets, pas partout. Alors, effectivement, ça reste des prérogatives et des choix politiques des différents départements et régions et mairies, mais je pense que globalement, on va tous dans ce sens-là et qu'on essaye, en fonction des moyens dont on dispose, des ressources dont on dispose sur les collectivités, régions, départements et mairies, pour investir pour l'école, pour investir pour nos collèges, pour investir pour nos lycéens. Donc il faut Et vous comptez beaucoup sur les distributeurs? Alors, sur les distributeurs, et puis aussi, il faut... Alors, le numérique va peut-être pouvoir aider et diminuer notamment l'achat de livres, par exemple. Mais encore faut-il développer numériquement à l'école. Ben, c'est quand même un grand plan qui a été lancé de ce point de vue-là. Donc, il y a un énorme travail qui est fait pour déployer le numérique et faire en sorte d'avoir ce qu'on appelle le cartable numérique pour acheter moins de livres. Donc, ce qui veut dire que ça coûte beaucoup moins cher aussi pour les familles d'investir dans ces ressources numériques qu'on met à disposition des élèves. Combien de temps ça coûte moins cher? Parce que j'imagine que... souvent, ce sont les collectivités qui investissent et qui mettent à disposition des différents niveaux. Alors, c'est plutôt parti sur les lycées, ça descend sur les collèges et que ça commence à arriver dans les collectivités. Qui permettent justement et qui sont essentiels pour l'apprentissage. Tout à fait. Oui, et qui sont des outils où on peut mettre des ressources à disposition des enfants, mais également en direction des familles pour qu'elles puissent rester en lien avec ceux qui sont. Donc là, j'ai bien compris de votre côté, effectivement, et notamment la 8e circonscription des Hauts-de-Seine. De votre côté, vous représentez la 10e circonscription de Paris. Oui. Et donc, comment ça va se passer pour les fournitures scolaires et que propose la NUPES? Ça dépendra de la majorité qui sortira des urnes dimanche. Si c'est une majorité NUPES, alors justement, comme on y si c'est la vôtre, c'est pour la même logique que pour la cantine scolaire. Nous pensons que c'est la puissance publique qui doit fournir l'intégralité des fournitures scolaires aux enfants, que ce soit les livres, que ce soit les fournitures, je pense à la papeterie, j'imagine, stylos, etc. Comme ça se fait en Finlande, d'ailleurs, par exemple. Parce que les manuels scolaires sont déjà distribués dans les établissements publics. Alors, pas partout. Par exemple, dans la région des Hauts-de-France, c'est une prérogative qui est laissée aux familles. D'ailleurs, les fédérations de parents, dont celle dont la coprésidence, organisent des bourses aux livres tous les ans, qui permet non pas d'acheter un pack de livres tous les ans, mais un pack qu'on se transmet de génération en génération, ce qui fait que ça permet d'économiser 2 packs de livres sur... C'est-à-dire que ces façons de faire ont vécu. En fait, c'est juste ça, c'est qu'on ne peut pas laisser aux parents la responsabilité d'assurer le reste à vivre des familles. Aujourd'hui, on a besoin que la puissance publique s'en mêle et que quand on habite en Midi-Pyrénées ou à Paris, dans lesquels les livres sont fournis par la puissance publique, eh bien, quand on change de région pour la mobilité professionnelle ou autre, on se retrouve avec des charges supplémentaires ou alors on dépend d'aides qui sont données par la région aux familles pour acheter des livres. Vous voyez, c'est cette logique-là aujourd'hui qui n'est plus possible d'avoir ces différenciations selon les territoires. Donc oui, nous pensons que la puissance publique a ce rôle-là, a ce rôle fédérateur, a ce rôle de rassembleur, que personne en France se dise qu'on va être puni si on change de région parce que là, la scolarité va coûter plus cher qu'ailleurs. Donc vous voyez, la logique est la même. Dès lors que ça a un intérêt éducatif et pédagogique et les fournitures sont essentielles, alors ça doit être fourni par la puissance publique. Et j'ai envie de dire, puisque vous êtes dans une logique aussi, et que je peux comprendre d'ailleurs, de négociation avec les fournisseurs, les centres commerciaux, etc., moi, je pense que, pour connaître un peu le secteur aussi, puisque quand on a des bourses aux livres qui s'adressent à des milliers de parents, on sait négocier aussi à la baisse, évidemment, avec des produits de qualité qui sont en circuit court, non produits par des enfants à l'autre bout de la planète. On a eu l'occasion d'en échanger, où les produits sont non genrés aussi. Parce que les trousses roses pour les filles, les trousses bleues pour les garçons, il est temps que ça s'arrête. Vous voyez, toutes ces valeurs... Déjà qu'on approvisionne tout le monde, voilà, on se pose la question. C'est-à-dire qu'on approvisionne, et quand on s'appelle l'État, on approvisionne bien. On n'approvisionne pas simplement en fonction du prix. Mais je pense que l'État, parce qu'il y a des millions d'élèves en France, est capable d'avoir une force de frappe de négociation beaucoup plus importante que soit une collectivité territoriale, une mairie en l'occurrence, qui fournit parfois les fournitures aux enfants et celles d'à côté non, ou les parents qui vont s'organiser avec je sais pas, un privé qui va leur donner 7% du chiffre d'affaires, qui à la fin va se trouver dans la coopérative scolaire. Pourquoi il y a une telle différence? Pourquoi il y a une mairie justement dans des villages, dans les milieux ruraux par exemple, où c'est ça le business. Une mairie. Mais non, mais comment ça s'explique clairement ça? Comment est-ce possible qu'une mairie qui a à peu près le même nombre d'habitants, à peu près les mêmes richesses, etc., tout d'un coup délivre les livres et pas l'autre? C'est des choix politiques. C'est des choix politiques. Il y a des villes, par exemple, la ville de Stein, par exemple, en Seine-Saint-Denis, offre un sac avec toutes les fournitures pour l'année, et pas n'importe quel sac. Seulement les fournitures qui sont déterminées par le ministère de l'Éducation nationale dans une circulaire. Oui. Parce que des fois, les enseignants, ils sortent de cette liste-là et ils demandent de... Vous voyez, c'est ça que je veux dire. Et il y a d'autres villes qui ne le font pas.
Alors moi, mon rôle aujourd'hui n'est pas de... Je décerne pas les bons points et les mauvais points, c'est pas ça d'ailleurs. Moi, je connais plein de maires, de gauche comme de droite, même et du centre. Ils sont dévoués à leurs tâches quotidiennement parce qu'il n'y a pas de salauds dans l'histoire, c'est pas le problème. C'est que je vais vous dire, c'est fait comme excusez-moi de ça. vous couper, mais Oui, quand on regarde vos programmes, en fait, vous avez tous les mêmes envies. Parce que finalement, l'envie, c'est qu'il y ait moins d'inégalités, qu'il y ait plus d'éducation, etc. Non, mais l'égalité pure et simple, oui. Non, mais qu'il n'y en ait plus du tout, évidemment, dans l'absolu, mais que c'est la manière, c'est la façon d'y arriver, finalement, qui diffère. Peut-être. En tout cas, a priori, dans tout ce que je lis, de ce que vous me dites. Si on parle de Parcoursup, parce qu'alors là... Non, enfin, je veux bien, mais par exemple, sur la cantine, je dis un peu ce que vous dites quand même. Peut-être pas vous, madame, mais en tout cas, l'organisation, le rassemblement que vous représentez ici, il y a cette volonté quand même de faire participer un minimum les familles parce que ça les responsabilise. C'est le débat entre les droits et les devoirs. Moi, je considère que le devoir de l'État, c'est d'assurer l'égalité de traitement entre les citoyens. Mais c'est sur les impôts, après, tout le monde sera faire un pareil, débat non? sémantique. Je peux vous dire là-dessus, bien sûr, je vous en prie, madame. Pour accompagner un certain nombre de familles, et notamment effectivement dans ma ville, où il y a plus de 30 nationalités représentées. Donc on a... j'en ai pas fait un sujet d'immigration. Non, mais on a une diversité je fais pas de différence entre les enfants. Sur notre territoire. On a effectivement des familles qui sont en difficulté, qu'on accompagne au quotidien et qu'on propose effectivement d'accompagner totalement et de manière gratuite, mais d'elles-mêmes. C'est l'impôt. C'est l'impôt local. Oui, après, c'est la bonne gestion de la ville, mais d'elles-mêmes qui souhaitent participer, même si c'est 20 centimes, 50 centimes, 70 centimes, parce qu'il y a ce besoin de participer. Et je pense que ça permet aussi cette solidarité et cette envie de pouvoir... ce qui nous différencie. Pour nous, la solidarité, c'est l'impôt. Et la répartition est un choix politique. Et c'est pas parce qu'une famille dit qu'elle veut participer par dignité que forcément nous allons être d'accord avec elle. C'est juste ça. Ça s'appelle faire de la politique. Et nous, pour ce côté-là, et s'il n'y a pas d'outrage dans mon propos, si je m'excuse si vous l'avez compris de cette façon-là, simplement, parfois, oui, effectivement, il y a des choix qui sont en train de se faire d'ailleurs en ce moment électoralement, où nous avons des conceptions différentes de ce qui appartient à l'initiative individuelle et ce qui revient de la responsabilité de l'État. Et ce que le modèle que je vous préconise et que je défends, c'est le modèle finlandais qui existe, qui fonctionne et qui permet justement de cesser ces inégalités entre les enfants. Je reviens donc à ma fameuse question de ce matin du sujet de philo. En revient-il à l'État de décider ce qui est juste? Parce que finalement, c'est quand même la grande question du jour et je pense qu'il faudrait que tout le monde y réfléchisse. Mais ils ont passé le bac ce matin pour en revenir à Parcoursup parce que le temps presse. On a beaucoup de choses à se dire ensemble, mais on a peu de temps. Les étudiants sont sortis du bac, de l'épreuve de philo, en se disant de toute façon on s'en fiche parce que ça compte pas. C'est 8 coefficients sur 100, 60% de la note le bac. Est-ce que le bac est encore utile? Bref, ma question c'est ces réformes qui ont été faites avec Jean-Michel Blanquer, qui sont peut-être poursuivies. On va le savoir avec Pape Ndiaye quand il prendra la parole sur ce sujet. Qu'est-ce qu'on en pense réellement? Que faut-il penser de Parcoursup? Une réaction? Je sais que c'est très long, le sujet, mais... Non, nous, on est clair. Nous, on pense que Parcoursup a prouvé son inefficacité et qu'il faut le cesser. Il faut inventer un nouveau modèle qui n'est pas le tirage au sort qu'il y avait à l'époque avec APB, mais qui était plus efficace sur le temps, mais qui posait des vrais biais d'affectation. Et ce n'est pas non plus Parcoursup, parce que l'essentiel des futurs étudiants, anciens lycéens, qui l'ont fait n'ont pas eu le vœu qu'ils souhaitaient et que le droit à l'erreur n'est plus permis et qu'aujourd'hui encore, nous avons des étudiants, je pense aux étudiants qui sont à Nanterre, qui n'ont toujours pas d'affectation à la fin de l'année parce que ce qu'on leur propose n'est absolument pas en phase avec ce qu'ils demandaient. Donc ce modèle économétrique duquel nous avons demandé l'algorithme qui nous a été autorisé d'obtenir par la justice dans l'Académie de Guyane et des Antilles, n'a toujours pas été donné et que nous voyons bien, par contre, parce qu'on a quelques personnes qui savent aussi gérer ce genre de choses, nous voyons bien que ce système est tabou et qu'il crée du stress, qu'il crée de l'inégalité et qu'il n'est pas du tout efficace parce que simplement on a arrêté d'investir dans le supérieur et que l'exception culturelle française qui consistait à dire qu'un étudiant, quel que soit le bac qu'il a choisi, pouvait avoir la filière qu'il voulait et qu'il avait le droit de se réorienter, n'est plus une réalité et que nous voulons revenir à cette réalité-là. De votre côté, ensemble. Il y avait une double question, c'était l'utilité du bac liée à Parcoursup. Alors, l'utilité du bac, je pense que le bac doit continuer à exister. Mais ça reste une formalité. C'est pas une formalité. Je pense que c'est un premier. Tout le monde ne l'a pas, le bac. Tout le monde ne l'a pas, d'abord. Alors, il y a beaucoup qui l'ont, mais beaucoup ne l'ont pas. Et puis, dans le bac, il y a le bac général, mais il y a aussi le bac professionnel. La moitié. L'enseignement professionnel. Et je pense que l'enseignement professionnel doit continuer à être valorisé parce qu'il y a des pépites en enseignement professionnel sur différentes thématiques. Et je pense qu'il faut l'encourager, voire le développer pour justement faire en sorte que le potentiel de nos enfants soit mis en valeur sur ces champs-là. Dernière réaction, parce qu'on doit rendre, mais Parcoursup
Parcoursup? Parcoursup, c'est vrai qu'il faut reconnaître que c'est le chemin du combattant pour les enfants, pour les parents surtout qui stressent. Voilà, moi, mes 3 garçons, ils sont passés. Mais le fait d'être dans une filière donnée n'empêchera pas après, par le biais de Parcoursup, de changer de filière et d'avoir des passerelles différentes. Parce que vous mettiez potentiellement en disant... je vous invite à regarder de plus près ce qui se passe à l'université. Pour avoir mes 3 garçons, mes 3 garçons ont changé de passerelle en cours de route et je pense que c'est possible. Alors, il y a des améliorations. C'était pas voulu au départ, ils sont adaptés. Ils se sont sans doute, mais je pense qu'il faut il y a encore des pistes d'amélioration à apporter sur ce sujet-là. Je vous l'accorde. Nous avons un vrai point de différence. Madame veut l'améliorer, nous on veut en changer complètement. Complètement. Le supprimer. Voilà. Merci mille fois à vous deux. Comme d'habitude, j'aimerais discuter pendant des heures, mais vous savez comment c'est. Voilà, c'est le temps qui nous est imparti pour cette émission. Virginie Lanlot, merci encore d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes première maire adjointe à l'éducation à Meudon dans le 92. Bonne chance pour le second tour. Merci. En tête pour le premier, donc bonne chance pour le second. En tête aussi pour le premier, bonne chance pour le second, Rodrigo Arenas, candidat NUPES dans la 10e circonscription de Paris. Merci d'être avec nous. On marque une courte pause et on se retrouve dans un instant. Chaque jour, je vous donne rendez-vous dans la quotidienne sur School TV, l'émission qui vous raconte l'école du quotidien. Je reçois un invité qui fait l'actualité pour parler ensemble d'éducation, sans langue de bois. À mes côtés, Amal Laoui sera présente avec 2 incontournables de l'émission. Avec mon dentiste, je vous propose de relier l'actualité au programme scolaire et je déniche pour vous chaque jour, pour l'heure de la récré, une photo, une vidéo ou bien une phrase qui a fait le tour des réseaux sociaux. Et puis 5 rendez-vous hebdomadaires viennent ponctuer l'émission. On parle mode, culture, psychologie, apprentissage ou encore droit de l'éducation. Tous les jours, dans la quotidienne, on vous donne des clés de compréhension et des pistes d'action en matière d'éducation. Elle fait partie du classement 30 Under 30 de Forbes de cette année. Elle cartonne avec son compte Instagram totalement décomplexé. Je m'en bats le clito, j'adore le dire avec cette voix-là, qui compte 704 000. C'est ça? Non, c'est ça. Oui, c'est 104 000 abonnés. C'est Camille Aumont-Carnel qui est avec nous. Merci d'être là. Merci à vous. Quel bonheur avec ce livre absolument magique que je vous recommande. J'ai appris plein de trucs. Pourtant, j'avais l'impression d'être calée. Moi aussi. C'est vrai? Moi aussi, je pensais être calée et en fait, pas du tout. C'est-à-dire qu'avant d'écrire ce bouquin, vous avez dit, bon, ok, je connais quand même 2-3 choses. Ah, je me suis dit, je suis calée. Ouais. Et alors, en fait, donc, pas du tout. Et en fait, mais alors, parce que vous êtes renseigné et parce que aussi vous êtes entouré de 1200 ados, c'est ça, je crois avoir vu à peu près. J'ai 700 000 abonnés sur mon compte Instagram, je m'en bats le clito. J'ai rabattu tous les adolescents entre 14 et 18 ans sur un autre compte Instagram qui s'appelle Adosexo. J'ai lancé un questionnaire, on a eu 26 000 réponses d'ados entre... Ils sont là. Ils sont là, les merci. On les voit, les petites têtes. Entre 14 et 18 ans. Et dans ces 26 000, j'en ai identifié 1200 que j'ai interviewés au téléphone pendant 2 ans. Et c'est eux qui vous ont appris plein de choses? Ouais. Incroyable. Les ados apprennent aux parents et apprennent aussi à nous... Complètement. On n'est pas si parents que ça, on est un peu jeunes. Alors, vous sortez donc Adosexo, effectivement, un guide d'éducation sexuelle. À partir de quel âge? 13 ans. 13 ans. Moderne, inclusif. Yeah. Et dans le bon sens du terme, parce que quand je le dis moi, c'est que c'est dans le bon sens du terme, et participatif. On y apprend effectivement ce qu'est un corps, parce qu'on a cette idée, oui, d'accord, voilà, des seins, etc., un sexe, massin, on ne sait pas trop ce que c'est. Non. Et j'étais assez étonnée, parce que même parler de clito, le clitoris... C'est quand même un terme un peu... Vous savez ce que c'est? Je sais pas. Alors déjà, est-ce que ça se situe? Où ça se situe? C'est surtout ça. Au niveau du nez, là. Ouais, voilà. Oui. Parce que non, mais c'est vrai. J'imagine qu'il y a beaucoup d'hommes qui ne savent pas où ça se situe. Il y a beaucoup de femmes aussi. Et il y a beaucoup de femmes aussi. Surtout. Ouais. Non, mais c'est très sérieux ce que je dis en plus. Et avant tout, il y a aussi le fait qu'en général, on parle de pénis versus vagin. Ouais. Et c'est comme ça qu'en fait on les oppose et qu'on les compare, alors qu'en fait c'est pénis et clitoris. Parce qu'en fait un pénis c'est un organe érectile qui se gorge de sang lors de l'excitation et qui mesure en moyenne entre 12 et 16 cm. Et en fait un clitoris c'est un organe érectile qui se gorge de sang lors de l'excitation et qui mesure en moyenne entre 11 et 13 cm. C'est la même chose. Sauf qu'il n'est pas aussi... proéminent, si je puis dire. C'est-à-dire que nous, en tant que personne qui possède un vagin en tant que femme, on a les 3/4 de notre clitoris à l'intérieur et 1/4 du clitoris qui est à l'extérieur. Donc en fait, c'est pas si visible, ça prend pas autant de place. Mais c'est vrai que ramener les 2 organes sur un même pied d'égalité et parler de pénis versus clitoris, je trouve que ça permet de ramener un organe féminin plein de pouvoir et plein qui peut aussi se gorger de sang, qui prend de la place et qui n'est pas une petite chose
petits berlingots. Alors, si on parle de versus, on peut aussi parler de versus, c'est-à-dire pénétration, par exemple, versus caresse, versus bonheur, versus sensualité. Parce que aussi, peut-être qu'on a cette idée, quand on est ado, et même d'ailleurs après, on en a connu, de cette idée de uniquement... Ah, vous aussi uniquement l'idée de pénétration qui est basique. Et voilà. Peut-être réapprendre aussi à apprivoiser son corps et apprivoiser celui de l'autre. Complètement. Et surtout, je dirais désapprendre tout ce qu'on a pu nous inculquer de le sexe est normé et temporalisé, où c'est préliminaire, pénétration, éjaculation et ensuite c'est fini. En fait, ça marche pas comme ça. Dans le sexe, il n'y a pas de normes, il n'y a pas de code, il n'y a pas de tempo. C'est à chaque personne de construire sa sexualité et de faire absolument comme vous avez envie de le faire. Et ça peut être que des caresses, c'est aussi ce qu'on appelle un rapport sexuel. La pénétration, c'est aussi ce qu'on appelle un rapport sexuel. Des bisous, ça peut être aussi un rapport sexuel. Il faut vraiment sortir de cette vision qu'on a du sexe pénétratif, parce qu'en fait, c'est pas forcément comme ça qu'on prend notre... Si je peux me permettre, elle vient d'où cette vision qu'ont certains? Pornographie. Elle vient d'une ce que moi j'appelle #porn education. C'est-à-dire que faut pas croire qu'un adolescent ou une adolescente qui se pose des questions va juste attendre sagement d'avoir des En fait, ces personnes-là ne restent pas sans réponse. C'est pas les parents, j'imagine? Non, c'est pas les parents. Et en fait, elles finissent juste par aller chercher les réponses au mauvais endroit. Et les mauvais endroits, c'est la pornographie mainstream qui, en fait, renvoie dans leur tête des micro-images et des micro-process qui sont complètement erronés. Donc, ça va être, on ne voit jamais de personne mettre de préservatif. Du coup, le préservatif, ça sert à rien. Il faut absolument avoir un pénis qui est énorme pour que la femme puisse avoir du plaisir. Donc, ça veut dire que moi, je ne vais pas être un bon coup. Un rapport sexuel doit durer 40 minutes parce que sinon... Et en fait, toutes ces images-là... C'est là que vous réfléchissez 40 minutes. Eh bien, tout ça, ça ne marche pas et ce n'est absolument pas vrai. Et donc, il faut désapprendre tout ça et partir du principe qu'il faut ramener le sexe à de la tendresse, à de la complicité, à du consentement, à de la communication et avant tout à du plaisir et à du désir. Ça part de là à la base. Il n'y a pas de performance. Et d'ailleurs, de plus en plus de sites internet pornographiques sont limités maintenant, sont interdits aux moins de 18 ans. Alors ça arrive petit à petit, mais on va peut-être y venir, peut-être pour éviter ce genre de problème. Je pense qu'on va y venir, et il y a aussi une autre proposition de films pornographiques qui sont beaucoup plus inclusifs, beaucoup plus ce qu'on appelle la pornographie féministe entre guillemets, qui est juste en fait représentative des sexualités, où on est sûr que toutes les personnes qui font partie de cette chaîne sont payées, où en fait c'est avec un regard bienveillant, un regard où il y a du consentement, où justement on voit des personnes porter des préservatifs, on voit des rapports qui durent 40 minutes où il n'y a pas de pénétration et en fait tout le monde prend son pied. Donc je pense que proposer aussi d'autres plateformes, en parler, le fait de se dire qu'aujourd'hui la seule source d'information que ces ados vont avoir c'est la pornographie, ça erronne tout derrière parce qu'ils se disent en fait du coup si on me montre que ça veut dire qu'il n'y a que ça. En parler, répondre à leurs questions et leur dire qu'il y a d'autres façons de faire aussi. Alors vous disiez d'autres façons de faire, justement, on parlait des caresses, on parlait de tout ce qu'il peut y avoir en dehors de la classique pénétration. C'est tout ça aussi dans l'idée que c'est consenti. Oui. Parce que très important de parler de sexe, mais important aussi de parler de ce problème clairement établi et que l'on voit tous les jours, qui est le problème du consentement, de la violence des mots et de la violence des gestes aussi. Ouais. Le consentement, je crois que ça fait partie de la thématique qui est le plus revenue avec le sujet de la masturbation et du tabou des règles. Si je devais identifier 3 sujets où vraiment on a encore du mal à s'en défaire et il y a énormément d'interrogations, c'est ça. Parce que le consentement, on a encore du mal à le définir, on a encore du mal à établir quelles sont les normes, quels sont les codes. Il y a cette fameuse zone grise où en fait il y a des moments où on ne sait pas, il y a des moments où on a dit oui alors qu'en fait on n'avait pas envie, il y a des moments où... Et moi il y a un exemple qui m'a marqué et c'était au tout début de mes entretiens avec les ados. C'est un groupe de filles, elles avaient toutes entre 14 et 16 ans, donc je les appelle, c'est bon, on est prêtes, on a nos fiches, on connaît les questions. Et il y en a une qui me dit, en fait, tu vois, nous on a grandi avec des parents qui nous ont dit que quand on n'aimait pas un plat, quand ça ne disait rien, il fallait d'abord qu'on goûte, parce qu'on ne pouvait pas savoir. Et si on n'aimait pas, là seulement la prochaine fois, on aurait pu dire que non, on n'en voulait pas. Comment est-ce que derrière, ces personnes-là extrapolent ces sujets-là dans le consentement? Oui, mais comment je sais que je ne suis pas consentante, sachant que j'ai jamais testé et que je sais pas si j'ai aimé? Le consentement, en fait, c'est tout ça. C'est comment est-ce que je suis sûre, ça c'est beaucoup de personnes qui s'identifient comme hommes et garçons, c'est comment est-ce que je suis sûre que quand elle m'a dit oui, en fait, elle voulait vraiment. Comment est-ce que je sais que c'était pas juste pour me faire plaisir, qu'elle s'est pas sentie, que quand bien même j'ai essayé de la mettre à l'aise. Et en fait, le consentement, c'est tout ça. C'est tout nouveau. La plupart n'avaient jamais entendu parler de consentement à 14 ans. Et est-ce que la perception est différente? Pardon Virginie, est-ce que la perception du consentement est différente entre les garçons et les filles? Oui, parce qu'en fait, presque 50% des femmes ont été violées. Donc oui, elle est différente. Combien vous dites? Presque 50%. C'est ce que vous avez ressenti? Non, c'est les chiffres globaux de personnes qui sont victimes de violences sexuelles, 1 femme sur 2.
Et moi, dans mon guide, quand j'ai posé la question aux 14-18 ans, est-ce que vous avez déjà vécu des violences sexuelles, 60% m'ont dit non, 20% m'ont dit oui, et 20% m'ont dit je ne sais pas. Voilà, c'est exactement là où je voulais en venir. C'est que je trouve ça fou, 40%, donc pratiquement, des personnes interrogées disent oui ou je ne sais pas. Et on le retrouve là, ce flou du consentement. C'est je sais pas. Et quand comment je dis est-ce au que tu ne peux pas savoir si on a été victime de violences sexuelles ? Parce que c'est hyper compliqué, parce qu'en fait, il y a tout ce qui est mémoire qui fait qu'en fait, ça a été un événement tellement douloureux qu'en fait, on passe dans une espèce d'amnésie où on se souvient plus trop, où on a oublié. C'est hyper compliqué d'endosser ce rôle de victime. Et puis, il y a tellement de personnes qui nous remettent en cause. Mais t'es sûr ? Oh, mais t'abuses un petit peu. Oh, mais... Et donc, en fait, tout est fait pour victimiser encore plus les victimes. Et on rentre dans de la culpabilité, on rentre dans du oui, mais il voulait pas. Et en fait, rien n'est fait pour vraiment accueillir la parole et surtout agir derrière, mais donc c'est hyper compliqué. Alors évidemment, 700 000 abonnés, c'est pas pour rien, même si vous êtes absolument radieuse, mais c'est aussi parce que forcément, ça leur apporte beaucoup à tous ces ados. Ils vous disent merci d'écrire sur tel et tel sujet, vraiment, vous êtes là, vous nous donnez l'espoir, vous me faites avancer sur tel point. Est-ce que vous vous êtes rendu compte qu'il y avait encore plein de sujets tabous comme ça sur le sexe, dès le démarrage de votre bouquin et encore plus maintenant ? Tous les sujets sont encore tabous en matière de sexualité, sinon on ne serait pas là. Sinon, mon compte Instagram n'aurait pas marché. Tous les comptes Instagram qui se positionnent dans la libération de la parole post-MeToo, ce qu'on appelle la révolution à coups de hashtag, n'auraient pas marché, n'auraient pas eu le succès qu'ils ont eu. Et c'est pas un succès branché, c'est pas un succès hype. J'avais besoin de cette information. Je me suis sentie tellement pas normale tout au long de ma vie. C'est les règles qui ont du retard, qui s'arrêtent au bout de 3 jours et qui reviennent 4 jours après. C'est les pertes, c'est la transpiration. En fait, tous les sujets dont on ne parle jamais, qui pour la première fois étaient abordés, en plus de ça, sur le réseau social le plus fake au monde. Donc en fait, il y avait une espèce de contradiction hyper intéressante. C'est lequel ce réseau ? Parce que Instagram. Sans le dire. Instagram, c'est comment est-ce qu'on ramène des sujets qui font partie de la vie de tous les jours sur un réseau social où en fait il y a des filtres et on fait genre et tout le monde s'invente une vie. Et moi, c'était vraiment ça ce qui moi m'intéressait, c'est comment est-ce que on ramène de la réalité, on rend visible ce qu'on a voulu invisibiliser toute notre vie et on dit tout haut tout ce qu'on vit et ce qu'on pense tout bas. À l'école, il y a des cours, effectivement, d'aide à la sexualité, de sexualité, on appelle ça comme on veut. Est-ce que ça sert à quelque chose ? Est-ce que les ados que vous avez interrogés vous en parlent ? Quelles sont leurs réactions par rapport à ça ? Alors, pour la plupart, ils en ont jamais eu, malgré le fait que ce soit quelque chose d'obligatoire. Beaucoup m'ont dit, moi, je n'ai jamais vu l'ombre d'une intervention quelconque pour me parler d'éducation sexuelle, pour me parler de consentement. Et les personnes qui ont eu ces cours-là, c'est vraiment très infantilisant. Moi, le retour qu'ils me font, c'est hyper infantilisant. C'est une banane avec un préservatif. On te explique comment tomber enceinte, comment surtout pas tomber enceinte, et c'est tout. On nous parle jamais de plaisir, on nous parle jamais... C'est ça, c'est encore tabou, l'histoire du plaisir. En fait, le problème, c'est que la sexualité est encore reliée aux enfants. La sexualité est ramenée toujours à travers le prisme de la reproduction. Ce que j'allais vous dire, c'est des cours sur le corps humain, finalement, presque. C'est des cours sur le corps humain, c'est des cours d'anatomie. Parce que moi, j'ai appris beaucoup plus de choses encore ici quand je l'ai lu, avec toute la rédac aussi, franchement, notamment de la tête des hymens, parce que je ne pensais pas qu'il pouvait y avoir autant d'hymens différents. J'étais consternée, je me disais, mais à quoi il ressemblait le mien ? Mais on n'a pas regardé avec un miroir à ce moment-là. C'est ça, exactement. Mais c'est vrai qu'on apprend énormément de choses, bien sûr, plein d'informations, mais dans ces cours-là, on apprend quoi, si ce n'est effectivement de se protéger ou autre chose ? Pas grand-chose. En fait. Et même, vous êtes intervenu, j'imagine que vous en avez parlé. Je vais intervenir à partir de septembre dans les collèges et dans les lycées, je vais faire mon petit tour. Mais il y a un manque cruel de personnes qui veulent bien aborder ces sujets-là de la bonne façon. Et quand je dis la bonne façon, il ne faut pas y aller en étant réticent, en ayant peur de dire le mot vagin, vulve, en infantilisant. Être un peu plus cru finalement. Mais être un peu plus vrai, tout simplement. Parce que parler de sexualité, finalement, c'est pas être cru, c'est juste être vrai. Ça concerne 7 millions de personnes en fait. Mais est-ce qu'il n'y a pas là un problème aussi de génération, peut-être ? Certains professeurs qui sont peut-être trop... C'est exactement ça. Je mets ça entre guillemets, mais un peu trop vieux pour expliquer à des jeunes adolescents... Alors, je dirais pas que la sexualité trop vieux, parce que c'est pas une question d'âge. Moi, ma mère, par exemple, à 65 ans, elle est hyper à l'aise avec le sujet. Je pense que c'est plutôt une question de déconstruction. Et en fait, si pour nous, déjà, les poils, on n'est pas hyper à l'aise. La masturbation, on part du principe que c'est un petit peu dégoûtant. Comment est-ce qu'on peut inculquer à des nouvelles générations tous ces sujets-là ? Mais c'est surtout que, est-ce que les parents peuvent se placer de cette manière-là par rapport aux parents ? Parce qu'à l'école, c'est compliqué. C'est le vrai sujet. Il y a une triangulaire. Mais à un moment donné, qui s'y colle ? C'est-à-dire que moi, quand j'ai des chiffres où on m'indique que visionnage, je regardais encore tout à l'heure une stat, visionnage moyen du premier porno en France, 9 ans. À 9 ans. À 9 ans. Là, quand j'ai... À 11 ans. Voilà. Non, mais voilà. Quand on me dit que...
20% disent oui au fait d'avoir déjà vécu des violences sexuelles, que 20 autres % me disent je ne sais pas, qu'ils estiment que la deuxième protection la plus utilisée, c'est aucune. Parce que flemme, parce que le sida, ça n'existe plus, parce que... Ou la pilule. C'est-à-dire qu'on est encore dans la reproduction, on n'est pas dans le problème des maladies ou Exactement. Comment on fait ? En fait, on ne peut pas rester dans un truc où tout le monde se refile la patate chaude, où l'école dit non, c'est aux parents de s'en occuper, où les parents disent non, c'est à l'école de s'en occuper, parce que finalement, c'est des comptes Instagram de personnes dont c'est pas le métier qui s'en sont occupés. Et aujourd'hui... C'est la fameuse phrase « les bébés naissent dans les choux », quoi. C'est un peu ça. Oui, alors qu'on sait on n'a pas envie d'expliquer comment... Je pense que toutes les personnes qui ont accouché seraient ravies d'entendre ça. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est juste les personnes qui se sentent capables d'aborder ces sujets-là, d'accueillir cette parole-là et surtout d'en parler comme un sujet autre, quoi. Faut pas y aller avec des pincettes. Alors, quand on franchit un peu la porte et que les ados viennent vers vous et que vous disent clairement les choses, est-ce que la première question, peut-être que ce serait la mienne, il se trouve où le point G, enfin la zone G? La zone G. Parce que c'est pas le point, en fait. C'est une zone. Vous m'apprenez quelque chose. C'est une zone. Sachez-le, Mickaël. C'est bien. Ça sera la lecture de chevet de ce soir. En éducation sexuelle, c'est sa première aujourd'hui. C'est bien, hein? C'est ça. Mais vous vous rendez compte? Incroyable, j'apprends plein de choses pour la première. Alors la zone G, déjà c'est hyper important. Moi je suis très à cheval sur le lexique. Utiliser les bons mots, parce qu'on a utilisé certains mots qui sont venus mettre des graines dans la tête des ados, ou même de nous, qui sont complètement erronés. Qu'on a parlé de femme vaginale versus femme clitoridienne. Non, tous les orgasmes sont clitoridiens. C'est-à-dire que le vagin est un muscle qui ne procure aucun plaisir. C'est-à-dire que c'est orgasme clitoridien interne ou orgasme clitoridien externe. Donc, mais c'est stimulé donc par éventuellement la pénétration si c'est interne. Exactement. Mais ça a complexé la moitié d'une génération de femmes qui pendant toute leur vie se sont senties bizarres en disant mais moi je suis que clitoridienne, je ne suis pas vaginale, je ne suis pas une vraie femme. On part à la quête d'un espèce de truc juste parce qu'en fait on a utilisé les mauvais mots. Donc en fait parler de zone G c'est hyper important, c'est une zone, c'est pas un point, c'est pas un truc qu'on peut périmétrer, c'est une zone qu'on estime hypersensible parce qu'elle est au croisement entre, il me semble, la vessie, le vagin et il y a une autre partie du corps qui en fait se touche et à ce moment-là il y a une zone d'ultra plaisir. Elle se situe à quelques centimètres à l'intérieur du vagin quand on est au niveau de la paroi du ventre. Mais tout ça, c'est des trucs, en fait, on nous apprend pas, on ne nous en parle pas, et ça fait qu'en fait, on se sent bizarre, on se sent pas normal, on se sent pas à notre place, et ça crée des complexes. Et donc, dans cette notion de comment, à travers sa sexualité, ça vient mettre un coup à notre confiance en soi, c'est clair, quoi. Vous écrivez une lettre ouverte au ministre de l'Éducation nationale dans laquelle vous demandez tout simplement le minimum syndical. C'est-à-dire, oui, ok, les parents peuvent instruire, oui, ok, on peut tous essayer de le faire, les copains, etc., nous, ici, au Grand JT, mais c'est un peu à vous aussi de prendre... Ça veut dire quoi, minimum syndical? Minimum syndical, c'est au moins parler de consentement à tout le monde. Si je devais juste définir le minimum syndical, ça serait ça. C'est, à un moment donné, se dire qu'il y a des sujets dont il faut parler, parce qu'en fait, ça va au-delà du sujet de la sexualité, c'est juste le sujet du respect entre les uns et les autres. Donc ça peut s'inscrire dans des cours d'éducation civique, ça peut s'inscrire, mais je pense qu'il faut arrêter aussi de vouloir absolument faire inculquer ça aux profs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a d'autres personnes comme nous, comme certains sexologues, comme certains gynécos, urologues, qui sont complètement OK d'intervenir dans les lycées, dans les collèges, et qui vont avoir justement ce rapport de confiance et de liberté d'expression totale avec les ados. Et il faut les appeler, quoi. Il faut nous appeler parce que c'est catastrophique. L'Insta va exploser ce soir. Est-ce que vous êtes prête? Je suis prête. I am ready. Yeah. I am ready 30 under 30 from Forbes. OK, donc Ado Sexo, le livre de Camille Aumont-Carnel qui est sorti quand? Aujourd'hui, ce matin, 10h. Magnifique. Évidemment. Maintenant, en exclu, j'adore Chalvin Michel. On les embrasse, on les remercie. Très bon éditeur. Voilà, Ado Sexo. Merci d'avoir été avec nous. C'est formidable. J'ai appris plein de trucs. Je vais encore apprendre des trucs, mais c'est des quoi je vais vous offrir. Très rapidement, j'ai une question. Il vous a répondu, le ministre? Il est sorti aujourd'hui. Et c'est lui on va envoyer les communiqués. Je crois que j'ai beaucoup de choses. Je crois que j'ai beaucoup de choses à apprendre. Papendia était quand même chez nous juste avant d'être nommé, donc on espère qu'il lise la lettre juste après, évidemment. Je vais l'envoyer à Papendia. Merci beaucoup en tout cas, mais lisez-le, je vous conseille, Mickaël. Non, j'ai plein de choses à apprendre. Il y a notamment un passage sur le plaisir prostatique. Eh ben voilà, écoutez, je vais le donner à ma femme. Et vous me ferez un petit compte rendu demain, d'accord? Merci beaucoup. Voilà. Merci mille fois d'être venue, Camille Aumont-Carnel. Voilà, je m'en bats le clito pour l'Insta qui est génial et que vous devez regarder aussi. Allez, tout de suite, c'est l'heure de retrouver l'invité de Malika Ménard et c'est Jérémy Demey qui livre ses souvenirs d'écolier cette semaine. Regardez. Là, vous êtes humoriste. Avant, vous avez dit que vous auriez voulu être ingénieur. Ouais. Et il y a eu un autre métier même. Écoute, plus petit. tu vas attention, hein. Je te prépare parce que c'était spécial, 17 ans.
Ouais. On est à table, toute ma famille. Ma mère, ma grand-mère, mon grand-père, mon oncle, tout le monde, on est 15 autour de la table, Malika. Et ma grand-mère m'a dit, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Et je réponds, droit dans les yeux, acteur pornographique. Mais c'était vraiment pensé ou c'était de la provocation? Écoute, je sais pas, Malika. Je pense que c'était un peu de provocation et un peu de pourquoi pas. Tu vois, pourquoi pas? Je pense que ce truc-là... Quelle est la réaction de toute la famille? Écoute, je pense que ma grand-mère a fait un ACV, elle est tombée dans son assiette. Ma mère... Mais oui, j'allais dire, elle sait ce que c'est, oui, bien sûr, elle savait ce que c'était, mais... On s'en rappelle encore, on en parle encore aujourd'hui. C'était il y a plus de 20 ans et on en parle encore. Et je sais pas, je sais pas pourquoi j'étais là-dedans. Peut-être grand amateur des films. Ouais, mais à l'époque, il n'y avait pas la même connexion Wi-Fi. Donc on avait moins de... C'était des cassettes. Écoute, j'ai une anecdote là-dessus si tu veux. Tu la veux? Allez. J'ai trouvé une cassette à 13 ans. Oui. C'est un ami qui m'avait prêté une cassette. Le titre, je me rappelle encore, ça a marqué toute ma famille. Les lolos de la pompiste. C'est mignon. C'est mignon, hein? Et ma mère l'avait retrouvée. Et elle ne savait pas comment réagir. Elle a appelé mon oncle, parce qu'à l'époque, mon papa n'était plus là, donc elle ne savait pas comment réagir. Pourtant, 13 ans. Donc elle appelle mon oncle, elle dit, écoute, je viens de trouver une cassette d'un film pornographique de ton neveu, les lolos de la pompiste. Qu'est-ce que je fais? Et mon oncle, il m'a dit, bah ouais, mais il a 13 ans. C'est normal. Et puis il a répondu, tu sais, c'est pas un si mauvais film que ça. Il a dit, moi je l'ai fini. Non, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça, mais il a dit... C'est un classique, c'est normal. Un classique, moi je l'ai vu aussi. Non, mais en fait, il a dit, mais c'est normal, il a l'âge. À 13 ans, c'était pas... Tu vois, c'est pas perturbant qu'à 13 ans. 13 ans. Mais après, visiblement, il y en a eu pas mal derrière, quoi. Après... C'était le premier, mais il a donné, visiblement, il a ouvert la voie. C'est de 13 à 17, Malika. Ouais, on a foncé, quoi. À 18, j'ai arrêté ça. Est-ce qu'il y a encore des films pour adultes accessibles facilement aujourd'hui? Parce que je suis plus du tout connecté à... J'ai du mal à y croire. Toi, Malika, oui. Est-ce que tu regardes ce genre de film-là, des fois? Bah, bien sûr, ça m'arrive. Mais bien sûr. Attends, on en parle. Hein. Mais je ne regardais pas à 13 ans, en revanche. Non? Non. Ça a commencé à quel âge? Plus tard. 17, 18? Non, franchement, plus tard. Ah oui? Ouais. Consommer régulièrement? Non, quand même pas. Non, mais je suis curieuse, quoi. Oui, bah c'est ça, on est tous curieux. En fait, non, mais vous étiez plus curieux. Nos doigts tapent sans faire exprès. Tu veux taper fenouil à la vapeur, et tu tapes autre chose sans faire exprès. Puis là, donc ça, c'est à 17 ans. Ouais. Et à 18-19 ans, la révélation de devenir humoriste. En fait, la révélation, Malika, à 19 ans. À l'époque, je faisais une ESC. Je sais pas si tu sais quoi une ESC? C'est une école de commerce. D'accord. Une école de commerce à Marseille. Ok. Et je suis dans un bar. On est avec un ami avec qui je traînais tout le temps, qui s'appelait Alexandre. Et on fait les cons comme d'habitude. Le bar est vide. Il y a juste un petit monsieur moustachu derrière. Et il nous entend. Et il dit, écoutez, c'est mon bar ici. Et dans 2 semaines, il y a une soirée chanson. Est-ce que vous aimeriez faire un sketch à l'entracte? Et nous, on s'est regardés, on a dit oui. Et 2 semaines plus tard, on arrive, on avait écrit un truc. Et j'ai eu une espèce de, tu sais, un halo de lumière au-dessus de moi. Un truc de Walt Disney, un truc de... Oh! Mais il vous avait entendu juste parler entre vous, quoi. Ouais. Il savait même pas si vous étiez drôle. Exactement, Malika. Et il aurait pu être une table là-bas, on aurait pu être là-bas. Il était juste derrière. Il a dit, c'est mon bar, venez ici. J'ai fait ce truc-là et j'ai eu un déclic. Grâce à ce monsieur, en fait. Grâce à ce monsieur, grâce au fait qu'on était là, grâce à mon ami, grâce à tout ça. Vous êtes encore en contact avec? Avec cet ami-là? Non, avec le monsieur. Non, le monsieur, on l'a juste vu la soirée. Mais j'ai eu une certitude. Et lui, ça va être ça que je fais dans ma vie, plus autre chose. Et ce jour-là, depuis ce jour-là, j'ai été focusé juste sur ce... Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait de l'école de commerce de Marseille? On l'a fini, un peu en s'en foutant. On l'a fini en disant, moi, je sais ce que je veux faire de ma vie et c'est génial. Et donc, je vais terminer ce que j'ai commencé. Et après, je vais aller faire ma vie en faisant autre chose. Et c'est là qu'on arrive au Québec. Et donc, en fait, à la fin de mes études, j'ai un stage de fin d'études à faire. Ouais. Et je dois le faire à l'étranger. Et donc, je me suis dit, je vais mêler ce que je veux faire à ce que je dois faire. Et je me dis, je vais aller à Montréal. Montréal, je ne sais pas si tu le sais, mais il y a le plus grand festival d'humour du monde. Oui, qui s'appelle Juste pour rire. Et donc, je trouve un stage là-bas. Et je vais là-bas. Je passe 6 mois là-bas. Et il y a un producteur français qui, après 6 mois, me dit, écoute, tu devrais rester ici pour apprendre ton métier. Et donc, je vais dire, je vais rester 6 mois, 1 an. Et finalement, je suis resté 17 ans. Et je suis devenu humoriste là-bas. J'ai fait ma vie là-bas. Voilà. Vous êtes une star là-bas? Je suis devenu une super on peut appeler star? ça, ouais, une star là-bas, ouais. Non, mais sérieux, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Je suis devenu le premier Français et le seul à percer le milieu de l'humour au Québec. Sans accent? Sans accent, avec mon accent comme ça, quoi. Avec un petit accent québécois des fois quand je suis là-bas, parce que c'est plus fort que moi. Ah, ça vient quand même. Ça vient quand même. Mais oui, c'est ça, j'ai fait ça. Et puis je me suis dit, waouh, génial. J'ai trouvé ce truc-là. Et puis après, voilà, j'ai écrit des livres, j'ai fait ma vie, quoi. Vous avez construit votre vie et votre carrière là-bas. Votre vie personnelle aussi. Exactement. Toute ma vie là-bas. Et je pense que j'ai trouvé vraiment un endroit où vivre. C'est vraiment un beau pays.
T'es déjà allé au Québec? Jamais. C'est des gens qui sont chaleureux, qui sont bienveillants, qui sont ouverts. Tu vois, il y a un truc cool. Alors pourquoi le retour en France? Le retour en France, je pense parce que j'avais besoin de reconnecter avec mon pays, reconnecter avec ma famille. J'avais besoin que ma fille connaisse sa grand-mère, tu vois, des trucs comme ça. J'avais besoin de reconnecter avec ça. Et ça se passe bien? Et ça se passe bien. Parce que quelques mois, c'est vraiment tout frais. Ouais. Et tu vois, ça a été dur de m'adapter, parce que j'ai passé 17 ans dans un autre pays. Se réadapter, ouais. Et se réadapter a été difficile pour moi. Parce que c'est une autre mentalité, surtout Paris, en fait. Je pense qu'il y a Paris, il y a le reste de la France. Mais Paris, du fait qu'il y a beaucoup de monde, fait qu'il y a beaucoup de stress qui va avec. Et donc, j'ai eu un peu de mal à me réadapter, mais là, ça va, ça y est, je me suis remis au niveau. C'est la fin de ce numéro. On se retrouve demain, toujours en compagnie de Jérémy Demey pour la suite de Souvenirs d'écoliers. À demain. Merci Malika, on se retrouve demain. C'est la fin de ce grand JT. Quelle merveille de vous avoir eu aujourd'hui. C'est vrai, ça vous a plu? Oui, c'est pas... je reviens demain. C'est pas mal, parce que surtout, ça va me faire rire que vous fassiez une petite thèse sur la prostate. Sur la prostate? Oui, Ouais. non, mais je vous assure, je vais envoyer d'abord un message à ma femme quand même, pour voir si elle est d'accord. Mais oui, magnifique, hein. Évidemment, évidemment. Merci encore Camille Aumont-Carnel, vous avez dit au revoir avec nous. School, c'est pas mal. Mais School, c'est le feu. C'est le feu, Ouais, on est d'accord. le feu, ça tue. Canal 247 sur les Freebox, School TV pour nous retrouver. À la réalisation aujourd'hui, Kenny Dellenbach, Saïd Mamou au son, Agathe Delannoy et Emma Guessel à la rédaction et Taï Sayad au make-up. Ciao, à demain.